Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là à cette séance de formation du lundi soir. Comme vous le savez, le MLM, c'est avant tout la formation. C'est 90% de formation et 10% d'action. Quand on est bien formé, l'action devient un fait naturel. Parce que quand on maîtrise son sujet, on est passionné et on a envie de le partager. Du coup, les choses vont comme il se doit. Faire du MLM sans être formé, c'est comme essayer de conduire une voiture sans connaître les règles de la conduite, ni même savoir comment est-ce qu'on allume, n'est-ce pas, une voiture. Donc, se former est très important pour avoir du succès dans le MLM. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis Julien Belakabégré, votre serviteur, transformateur social. Aujourd'hui, nous allons voir le 5e pilier du succès. Voilà, vous savez que notre formation se dénomme les 11 piliers du succès dans le MLM. Aujourd'hui, nous allons voir le 5e pilier. Et le thème, c'est savoir partager son opportunité. Savoir partager son opportunité. Comment partager son opportunité? Sur le point numéro 1, avant de partager quelque chose, il est très important de la connaître. Si c'est quelque chose qui est mangeable, il faut l'avoir goûté. Si c'est un produit qu'on pose sur le corps, il faut le tester. Voilà. Donc, quand on a consommé son produit soi-même, quand on a testé son produit soi-même, alors on peut en parler avec vérité, avec sincérité et avec assurance. Si je prends l'exemple de notre thé, celui qui n'a jamais bu le thé, si on lui posait une question sur le goût du thé, il pourrait tenter de dire que le thé est sucré ou que le thé est amer. Mais quand vous avez vous-même consommé le thé, vous connaissez le goût, voilà, vous en connaissez les effets, même si les effets vont varier d'un organisme à un autre, mais de façon générale, quand vous l'avez consommé, alors vous en savez un peu, sinon beaucoup plus, pour en parler avec assurance et avec sincérité. Alors, c'est pareil dans le MLM. Vous devez donc connaître votre produit, vous devez connaître votre business pour être plus efficace. Donc, je connais mes produits parce que je les ai testés. Je maîtrise le plan de compensation parce que je l'ai étudié. Et en ce moment-là, je peux être efficace. Ensuite, il faut connaître les différents types de clients. Quand je connais mon produit, il faut également aussi que je connaisse les différents composants du marché. C'est ça aussi qui va m'amener à être plus efficace. En plus de connaître votre produit, vous serez plus efficace si vous êtes capable d'identifier les différents profils psychologiques de vos prospects afin de savoir orienter votre argumentaire de vente. Quand je connais, n'est-ce pas, les profils de mes prospects, je sais sur quel bouton psychologique appuyer pour déclencher la vente. Alors, la méthode Soncas vous permettra d'y arriver aisément. Donc, ce soir, nous allons étudier la méthode Soncas qui nous permet, n'est-ce pas, d'identifier les profils psychologiques des différents prospects auxquels nous pourrons avoir affaire. Qu'est-ce que la méthode Soncas? C'est une méthode, oui, qui nous permet, n'est-ce pas, d'identifier les 7 profils psychologiques qu'on peut rencontrer chez un prospect. Chaque profil manifeste ses propres biais de décision. La méthode Soncas permet de les comprendre et donc de mettre en place le bon argumentaire pour déclencher la vente. La méthode Soncas permet donc d'identifier plus facilement le profil psychologique du client pour activer le bon levier et favoriser la vente.
Cette méthode est toujours pertinente aujourd'hui et évolue puisqu'on y a ajouté récemment une nouvelle typologie, voilà, qui est donc le levier, j'allais dire, le profil de l'écologie. Aujourd'hui, il y aura des personnes qui sont plus portées sur l'écologie et c'est ce qui va les amener à acheter. Alors donc, le SONCAS, comme vous l'avez vu, c'est un acronyme, voilà, et chaque lettre, alors, identifie un profil spécifique. Le premier S, lui, c'est typiquement le profil qui sera attentif à tous les détails, ok? Car il n'aime pas prendre de risques. Le client cherchera donc une solution pour pallier le risque que représente un achat. Mais ce besoin de sécurité peut aussi constituer une motivation d'achat en mettant en évidence que sans cet achat, il se met en danger. Donc, le premier S, c'est la sécurité. C'est un client qui veut le produit, mais qui ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas prendre de risques. Donc, c'est un client qui ne veut pas prendre de risques, qui veut la sécurité. Il faut en tenir compte dans son argumentaire. Quel que soit le contexte, ce type de personne souhaite être rassurée. C'est une personne qu'il faut rassurer. Pour qu'il achète un produit, vous devrez mettre en place tout ce qui concerne les références clients, le support, les certifications. Est-ce que le produit est certifié? Est-ce que le produit respecte les normes? C'est un client qui aime la sécurité. Pour une telle personne, dans votre argumentaire, vous devez utiliser les mots sécurité, solidarité, fiabilité et assurance. Donc, dès l'instant où vous êtes face à un client dont le profil psychologique est porté sur la sécurité, alors en parlant, il faut le rassurer. Il faut le rassurer sur le produit. Et que les mots sécurité, les mots solidarité, les mots fiabilité, les mots assurance puissent donc transparaître dans ce que vous dites. Du début à la fin du processus de vente, vous devez le valoriser et mettre en avant ce qu'il aura le plus avec cet achat par rapport à la concurrence. Oh, pardon, on est passé plus loin. Là. Okay, voilà. Là, maintenant, il s'agit du O. Voilà. Le O, c'est le client orgueilleux. C'est le prospect qu'il faut valoriser, qui a son amour propre, en fait. En agissant par orgueil, le client cherchera à être valorisé et se comparer aux autres. Il aura ce besoin d'avoir le meilleur en termes de produits. Il veut toujours avoir le meilleur. Il veut être, comment on appelle ça, la personne qui est j'allais dire, le premier à avoir ça. Voilà, il va être le meilleur. C'est un peu l'orgueil, c'est un peu comment on appelle ça, le profil typique des gens de Dubaï. Voilà. Par exemple, les Arabes qui sont à Dubaï, ils veulent avoir la voiture. Ils veulent avoir la voiture qui va sortir en 2022. Ils veulent l'avoir déjà en 2021 et être les premiers à l'avoir. Donc, ils veulent l'avoir avant même. Donc, ce sont des clients qui agissent par orgueil. OK? Alors, il aura ce besoin d'avoir le meilleur en termes de produits et services. L'argent ne va pas être nécessairement un frein pour lui. Lui, il a l'argent, ou bien il n'est pas impressionné par le prix, mais il veut être valorisé et il veut être la personne qui est le premier à avoir la chose. Il agit par orgueil. Du début à la fin du processus de vente, vous devez le valoriser, mettre en avant ce qu'il aura de plus avec cet achat par rapport à la concurrence.
pour que votre produit là soit un produit inédit. Utilisez des arguments pour nourrir l'amour propre du prospect. Parlez du produit comme étant un privilège. Voilà. Acheter ce produit est un privilège, un luxe unique et haut de gamme. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas touché le levier psychologique du client, c'est-à-dire que la vente peut ne pas se faire. Il faut toucher il faut réussir à identifier son profil et toucher le bon levier pour l'amener donc à acheter. Le N. Ce type de client est friand de la nouveauté. C'est le client qui est curieux. Okay? Il n'a pas peur du changement. Il attendra de vous que vous lui proposiez les derniers produits disponibles. Il veut la nouveauté. Il peut disposer du meilleur produit sur le marché datant de quelques mois. Mais il cherchera quand même à se procurer un produit quasi semblable avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Généralement, ces clients-là, on les compte nombreux parmi les clients de Apple. Ils viennent acheter le Apple, ce n'est pas 20. Mais là, si on dit que le 21 vient de sortir, il est prêt tout de suite à l'acheter parce qu'il il est curieux, il veut, comment on appelle ça, il est friand de nouveautés. Donc, une telle personne, il faut savoir sur quoi appuyer, voilà, pour pouvoir l'amener à vendre, à acheter le produit. Pour ce client, vous devez insister sur le fait que votre produit est une solution innovante et le seul sur le marché à disposer de telle ou telle fonctionnalité. Parlant une fois à une personne, il me dit, mais qu'est-ce que vous vendez chez vous? Non, on vend des compléments alimentaires. Il dit, oh, mais lui, il n'aime pas boire les gélules. Il dit, mais effectivement, nous, on a un thé. Et le thé, il contient 12 éléments. Et il est plus efficace même que les gélules. Il dit, ah d'accord, ça m'intéresse. Parce que pour lui, c'est une nouveauté. Et puis voilà. Donc, il faut mettre en avant le côté innovant, n'est-ce pas, du produit que tu lui vends. Utilisez dans vos argumentaires les mots tels que innovation, nouveauté, révolution, invention, création, originalité, avant-garde. Parce que si vous n'agissez pas en fonction du profil psychologique du client qui est en face de vous, vous allez passer le temps à parler sans que la personne achète. Il faut toucher l'élément qu'il faut. Voilà. C'est comme une fille qui est bien habillée, tu la vois, et puis tu lui dis, écoute, mais vraiment, tu es sapé. Elle est contente parce que tu as touché là où il fallait. C'est pareil avec les clients. Il faut toucher ce qu'il faut, il faut dire ce que la personne veut entendre. Et puis, il y a le client qui aime le confort. Ça, c'est le client, on va dire, ce sont des gens qui ne font pas brusquer. D'accord? C'est le client qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il n'aime pas le changement. Il y est réfractaire. D'accord? Vous allez devoir prendre le temps de lui expliquer les choses et de le rassurer. Vous devez utiliser un vocabulaire au plus près de ses habitudes et fonctionner avec des comparaisons pour qu'il évolue en terrain connu. Le confort se rapproche un peu de la sécurité. C'est que le confort n'est pas très loin de la sécurité. Le client en quête de confort recherche la simplicité. Les arguments à utiliser sont faciles, simples, guide, assistance, sérénité, agréable, disponible, réactivité. Le thé, il est facile à préparer, il est facile à boire. Il faut utiliser ce qu'il faut comme argumentaire nécessaire pour qu'il se retrouve dans le cadre qu'il faut afin qu'il puisse acheter. A pour argent. Alors, c'est le client qui est regardant. Ce client est intéressé par le prix. C'est lui, son argent ne reste pas à l'étranger. On ne jette pas son argent. Son argent doit lui produire un intérêt. Donc, il ne s'amuse pas. Quand il sort son argent, il faut qu'il ait un intérêt. Quoi qu'il arrive, il cherchera à réduire les coûts. Il cherchera tout ce qu'il y a de disponible sur le marché. Une fois qu'il aura trouvé le moins cher, il s'intéressera enfin aux fonctionnalités. Lui, il veut le moins cher. Il cherche moins cher. Il n'est pas dans tout le reste. Il faut que ce soit moins cher. Quand c'est moins cher, ça l'intéresse. C'est caricatural, mais vous reconnaîtrez facilement ce profil. L'argent
est le facteur de décision principal et arrivera très rapidement dans la conversation. Plus c'est l'argent. Quand vous allez lui présenter votre produit, mettez en avant le bon rapport qualité-prix. Voilà, qualité-prix. Une telle personne, par exemple, vous pouvez dire, bon, enfin, je prends l'exemple, hein, une femme qui doit s'opérer pour des fibromes, et puis vous lui vendez le thé. Vous lui dites, mais attends, mais par rapport à ce que tu as dépensé pour te faire opérer, voilà, le thé, lui, ne coûte que 10 000 francs. Qu'est-ce que tu dis? En plus, on ne va pas te déchirer, tu auras ton corps intact. Voilà. Donc, il faut toujours arriver à appuyer sur le bon levier pour amener le client, n'est-ce pas, à acheter. Il faut lui faire comprendre que son achat n'est pas une dépense, mais un investissement. Quand tu investis 90 000 francs, tu as des produits de 180 000 francs. Quand tu investis 400 000 francs, tu as des produits de 960 000 francs. Que dit mieux? Il faut l'amener sur ce terrain. Utilisez dans votre argumentaire les mots économiques, qualité, prix, rentabilité, solide, promotion, bonne affaire, gain, opportunité. De telles personnes, même souvent, au moment même où tu lui vends le thé, tu lui présentes en même temps, directement, n'est-ce pas, le plan de prestation. Pour qu'il sache que même quand il consomme le produit, il peut toujours en faire une opportunité. S pour sympathie, c'est-à-dire le client qui met de bonne humeur. Ça, ce sont des clients spéciaux. C'est le client qui est très ouvert au dialogue. Il a besoin de se sentir en confiance avec le vendeur. Lui, il achète le vendeur avant le produit. Excusez-moi. Vous devez créer une vraie relation de proximité avec ce client. Il va acheter le produit, il va acheter le vendeur avec le produit ou le service. Car il y a un vrai lien qui s'est tissé avant de parler du produit. C'est une personne avec qui il faut faire ami-ami. Okay? Vous allez devoir l'accompagner pendant tout le processus de vente. Quand vous allez vendre votre produit, vous allez prendre le temps de créer un lien avec ce client. Vous devez également lui présenter une autre personne à qui il peut se référer en cas de problème. Une telle personne, écoute, je te présente mon parrain, je te présente mon upline. Tu vois, ça dit, lui, il a besoin vraiment, qu'on appelle ça, il a besoin qu'il y ait un lien, voilà, un lien affectif, un lien amical. C'est ça qui va l'amener donc à acheter son produit. Prenez bien le temps d'expliquer au client que cette personne sera son interlocuteur unique. Mon parrain sera toujours à ta disposition. Dès que tu as besoin, appelle-le. D'accord? Tout au long de son usage du produit. Vous devez avoir une attitude positive et ouverte. La chaleur humaine, la courtoisie, le dynamisme, la politesse, l'écoute, le conseil, le sourire sont tant d'éléments qui peuvent installer la confiance entre un vendeur et un prospect. On va dire qu'au-delà même de ce client sympathique, un vendeur networker doit être toujours de bonne humeur. Il doit être courtois. Il doit être poli. Il doit être toujours souriant. Mais pour ce client spécifiquement, ce trait-là doit être visible. Même si c'est important pour les autres clients, mais pour le client sympathique, ces traits-là sont très importants. Il ne s'agit pas de faire forcément ami-ami avec tous les prospects, mais construire une relation simple et gagnant-gagnant, imprégnée de respect et d'humilité. Les gens aiment écouter les experts. C'est pourquoi il faut accepter de se former dans cette activité-là, afin d'être convaincu vous-même et d'être convaincant. Une personne qui maîtrise son sujet, qui est convaincue de son sujet, il n'a pas de peine à en parler. Et quand il parle, il est convaincant parce que c'est un expert. Et puis, le septième profil qui est arrivé maintenant, qui fait que sur le son cas, on ajoute un E,
C'est le client écolo. Voilà, lui, il est soucieux de l'environnement. Le contexte environnemental a ajouté un profil client à la méthode initiale. Donc, un E s'est ajouté. De plus en plus de personnes ont une consommation engagée et sont vigilantes concernant la provenance des produits et ou le processus de fabrication. De savoir comment le produit est fabriqué. Avec ce type de profil, vous devez obligatoirement privilégier l'artisanat et le local. Ce n'est pas une production industrielle, non, mais c'est quelque chose qui est fait avec j'allais dire, avec de l'amour, qui est fait comme travaille un artisan. C'est fait avec respect, c'est fait avec considération. Voilà, ce n'est pas une production à la chaîne. Ce client recherche la qualité et de l'authenticité. Pour lui aussi, le prix n'est pas nécessairement un frein. Voilà, c'est-à-dire le prix n'est pas nécessairement un frein, car il a conscience des efforts fournis pour obtenir une production locale. Pour votre produit, voilà, vous mettez en avant que ce thé est bio et a été optimisé de sorte à diminuer l'empreinte carbone. C'est des choses comme ça que lui vient entendre. Quand vous avez affaire à un tel client, c'est sur ce terrain qu'il faut aller. Donc, chers amis, voilà ce que c'est que le SONCAS, qui est un acronyme qui nous permet de pouvoir donc de pouvoir maîtriser les 7 profils psychologiques que vous pouvez retrouver quand vous êtes face à vos prospects. Une personne peut avoir plusieurs profils en même temps, peut avoir 2 ou 3, mais généralement, il y en a un qui est toujours dominant. Donc, une fois que vous le percevez, c'est sur ce levier-là qu'il faut appuyer. C'est la raison pour laquelle, pour le départ, est seulement en train de parler. Mais il faut beaucoup écouter le client parce que beaucoup d'informations venant du client vont vous amener à découvrir rapidement son profil, appuyer sur le bon bouton et l'amener à acheter. Ce n'est pas la peine de devenir le grand explicateur des choses. Non. Vous expliquez de façon simple et vous laissez le client vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez lui porter le coup de grâce. C'est tout. Ceci étant, on va maintenant parler de prospection. Comment prospecter? Combien de fois entend-on il faut parler à des dizaines de personnes pour avoir un nouveau partenaire? Il faut sponsoriser de dizaines de partenaires pour qu'un seul soit actif. Moi, je n'aime pas parler de mon affaire aux gens. Je suis dans mon coin. Tous ces paroles-là, on entend ça parce que généralement, les gens ne sont pas dans le métier. Ils sont venus dans un jeu de hasard. Ils sont venus se positionner à un endroit où des gens vont s'inscrire sous eux et puis, par miracle, ils vont gagner de l'argent. Alors que c'est de l'art. C'est un métier, c'est un travail. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Hier dimanche, j'ai invité 6 personnes sur le Zoom. Comment j'ai fait? Le samedi, dès que j'ai eu un bout de temps, je suis allé sur des groupes et je les ai récupérés. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, écoute, je sais que ce sont déjà des networkers. Je leur ai dit, écoute, je sais que vous êtes vraiment des hommes d'affaires avertis dans le milieu du MLM. Moi, je vous invite à venir jeter un coup d'œil sur ma nouvelle compagnie. Voilà, lors d'un Zoom qui aura lieu demain à 19 h. Mais je suis tout de même prêt à assister aussi, n'est-ce pas, à une présentation concernant votre produit. Parce que je sais que vous faites forcément quelque chose. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus et ils ont assisté à la présentation. Maintenant, je l'attends pour qu'eux, ils m'invitent pour leur produit. Mais quand ils vont m'inviter, moi, j'ai tous les outils nécessaires pour savoir si leur produit est un MLM légal ou illégal. Et c'est à ce niveau-là que je vais les crucifier et ils seront obligés de me suivre. Mais si je ne maîtrise pas mon sujet et qu'eux, ils le maîtrisent, c'est eux qui vont le prendre. Comme mes pieds sont bien enfoncés dans le sol, dans le métier, et que ne serait-ce qu'en un clin d'œil, je sais ce qui est légal ou pas, moi, je les mets à l'aise en me disposant à voir leur opportunité. Eux, ils voient le mien. Donc, quand on va arriver au niveau qu'on appelle ça, de la conclusion, ils seront KO. Voilà un peu comment je fais. Donc, du coup, le gars est à l'aise. Du coup, il est cassé parce que je lui ai dit que je suis prêt à voir son opportunité. C'est pour moi.
C'est comme ça que ça se passe. Et même là, ça fait que hier soir, quand on a terminé, il y a un qui est en Guinée équatoriale et je pense qu'il va conclure son achat d'ici 2 jours. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas eu WhatsApp, on n'a pas compris la discussion, mais c'est un peu ça. Donc, la prospection, c'est, on va dire, c'est le premier élément de ce qu'on appelle passer à l'action. On passe à l'action par la prospection. Donc, il faut aimer ce métier-là, et de sorte qu'on n'ait pas à dire non, je vais pas dire que moi, je n'aime pas parler de mes affaires aux gens. Non. Si j'ai une affaire dans laquelle je ne peux gagner de l'argent qu'en parlant aux autres, tout naturellement, je vais le faire. Mais même quand on parle des gens qui sont passionnés de leur sujet, même quand ça ne leur pas d'argent, ils sont prêts à en parler à d'autres personnes. Voilà. Partager, c'est d'abord prospecter. C'est-à-dire que si je veux partager mon opportunité, il faut bien que je trouve des gens. Je ne suis pas une personne qui va nourrir, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, des pigeons. Mais même si je dois nourrir les pigeons, il faut bien que je les trouve, n'est-ce pas? Donc, partager, c'est d'abord prospecter. La prospection, ce n'est ni convaincre, ni vendre, ni persuader, c'est explorer. Beaucoup de personnes, quand ils sont en prospection, ils vendent en même temps le produit. Non, ce n'est pas ça la prospection. Ce n'est pas ça. Je vais explorer. Je vais me faire, n'est-ce pas, je vais sur le marché pour voir mes potentialités de vente. À qui pourrais-je vendre mon produit? Donc, du coup, je vais me faire, n'est-ce pas, des amis, des personnes à qui je vais vendre mon produit. Je ne vais pas tout de suite vendre mon produit. Je vais me prospecter sans parler de mon produit. Je peux prospecter sans parler de mon produit. C'est possible. Voilà. Je peux voir une personne comme ça, je la salue, on cause de tout et de rien, et puis on échange les cartes de visite. De tout et de rien. Mais moi, je sais pourquoi j'ai pris sa carte. Et je sais aussi pourquoi je donne ma carte. Donc, prospecter, c'est différent de vendre. C'est explorer. L'explorateur va d'abord tourner avant d'envoyer le colon qui va coloniser. Vous devez donc vous appuyer sur vos contacts en utilisant la méthode FACE. Famille, amis, connaissances, entourage. Personne ne peut dire je fais le MLM et je ne sais pas où prospecter. C'est pas possible. Ton papa même, c'est ton premier prospect. Ta femme est ton premier prospect. N'est-ce pas? Tes frères. Mais généralement, la plupart des grands networkers ont déjà brûlé leurs ailes, souvent dans de faux systèmes. Donc après, ils sont bloqués. Vous devez dresser une liste d'au moins 200 personnes. Ici, c'est-à-dire la vraie matière première, c'est l'homme. Donc, vous devez vous dresser une liste d'au moins 200 personnes et les catégoriser à partir de la méthode des 13 vertus de Benjamin Franklin, afin de savoir si vos prospects sont sur votre liste chaude, c'est-à-dire s'ils font partie de votre marché chaud, de votre marché tiède, de votre marché froid ou de votre cercle d'influence. Voilà. En fonction de vos rapports mutuels. Les personnes qui ont entièrement confiance en vous et se comportent de la meilleure des manières avec vous seront potentiellement bien notées sur la liste de vos prospects. Les personnes qui vous consultent lors de leur grande prise de décision et aussi qui sont fréquemment en contact téléphonique ou physique avec vous seront marquées soit dans votre cercle d'influence ou soit sur votre liste chaude. Parce que les gens qui sont les plus proches de vous, les gens qui vous font confiance, ce sont ces personnes-là qui sont votre cercle d'influence. Généralement, c'est une affaire de 3 à 5 personnes. Le reste font partie de votre liste chaude. Une fois que c'est fait, une fois que cette liste est faite, une fois que vous l'avez catégorisé, n'est-ce pas, en 4 zones de prospection, cercle d'influence, qu'on appelle ça marché chaud. Maintenant, même, il y a le marché tiède et puis le marché froid. Une fois que c'est fait,
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inviter. Un networker, c'est un stratège. Il ne fait rien au hasard. La prospection, le produit n'est pas vendu. Il passe maintenant à l'étape de l'invitation. Ça, c'est une aptitude très importante que doit avoir n'importe quel networker. Mais ça, avant de parler de l'invitation, je parle de prospection. Elle est naturelle. On est dans l'industrie du relationnel. Donc, notre travail, là, c'est de se faire des amis chaque jour. Un networker, c'est une personne qui est pleine d'amour et de sympathie. C'est quelqu'un qui ne se fâche pas. Parce que celui avec qui je me fâche là, est-ce qu'un jour, je peux lui vendre mon produit? Ça veut dire que le networker, il a le cœur de Dieu. Tu le gifles sur la joue gauche, il t'a la droite. Parce qu'il sait où il va. Il sait que ce n'est pas ta faute. Parce qu'il va prier pour toi pour dire, Seigneur, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ça le networker. Il n'est pas fâché. Donc, quand c'est fini, la deuxième aptitude, c'est comment inviter. Comment inviter. Après avoir suivi ce module de formation, vous fixerez plus facilement vos rendez-vous. Inviter à venir voir votre affaire deviendra pour vous agréable et naturel. Les gens que j'ai prospectés, que j'ai sur ma liste, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est de les inviter. Et puis le networker, il doit avoir un détachement émotionnel avec le résultat. Il fait son travail étape par étape. Je prospecte, j'invite, je présente. Je prospecte, j'invite et je présente. Je ne suis pas préoccupé par ça. Quand je fais mon travail étape par étape, l'aboutissement sera qu'à un certain moment donné, les gens vont commencer à acheter mon produit, après ils vont s'abonner, et puis mon réseau va s'étendre. Donc c'est sans pression, sans stress, tout zen. D'accord? Alors, de quoi s'agit-il? Donnez-moi plus d'informations avant que je me déplace. Est-ce que la vente, est-ce de la vente? Faut-il investir? Que faut-il faire? Généralement, celui qui t'invite là, il veut raccourcir le truc. Il veut te tirer les poils du nez pour que tu te dises 2 ou 3 mots et qu'il ne vienne pas. Donc, c'est un jeu de stratégie. Celui qui sera le moins endurant, celui qui va perdre. Toi, tu dois conserver le mystère. Donc, l'invitation, tu ne feras que lui vendre uniquement que l'invitation sans le produit. En conservant le mystère jusqu'à l'heure de l'invitation. OK? Et bien d'autres objections auxquelles vous devez faire face lors de la prise de rendez-vous. Combien de fois vous laissez piéger par ces questions? Faut-il se lancer dans des explications à l'appliquer ou ne rien dire? Si le prospect a le moindre doute, il ne viendra pas au rendez-vous. Il faut avoir bien prospecté. Et pour réussir la présentation de votre business, il faut bien inviter. Donc, si j'ai bien prospecté, alors si je vais présenter mon produit, il faut que maintenant que j'invite. Très important. Ah, comment inviter? Lorsque vous avez fini de dresser votre liste de contacts, votre liste de noms, excusez-moi, si vous êtes nouveau ou lorsque vous avez établi une relation avec vos nouveaux contacts, si vous êtes ancien, si vous souhaitez agrandir votre business, vous devez chercher à obtenir un rendez-vous avec vos prospects pour leur présenter vos produits ou votre business. Savoir inviter est une compétence que vous devez apprendre, acquérir et maîtriser rapidement si vous voulez réussir dans votre business. Savoir inviter, c'est une compétence. Savoir prospecter est une compétence et savoir inviter est une compétence. On va dire que c'est elle-même qui est, j'allais dire, le point le plus important. À supposer que je sois un ébéniste. Je fabrique des beaux fauteuils, je les expose dans mon showroom et jamais personne ne visite mon showroom. Comment je vais vendre mes produits alors? Donc, inviter est très important.
Cette compétence a pour objectif de prendre un rendez-vous avec un prospect. Si vous voulez être professionnel, vous devez inviter par téléphone vos amis, vos voisins, même vos parents ou les personnes qui sont directement proches de vous. Bref, tous vos prospects sans préjugés. L'invitation par téléphone fait que le prospect n'a pas le temps de trop vous tirer les poils du nez. Ça vous protège même. Le but de l'invitation est de rechercher si le prospect accepte ou pas votre rendez-vous. Vous recherchez un oui ou un non, jamais de peut-être. Quand tu l'as invité là, tu dois l'amener à te dire oui ou non. C'est mieux qu'on te dise non que qu'on te dise peut-être. Invitez 2 à 5 jours avant la date de la présentation. 2 à 5 jours avant la date de la présentation et mettez-vous dans les meilleures conditions à votre bureau détendu ou bien à la maison mais détendu, voilà, et concentré pour faire vos invitations en série sans être dérangé pendant 1 heure environ. La liste est déjà là, donc je ne fais qu'appeler. Allô Lébé, quand il finit à Lébé. Allô Israël, quand il finit à Israël. Allô Dro, quand il finit à Dro. Allô Roland. La liste est déjà là. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler. Un networker qui n'a personne à inviter, c'est un networker qui n'aura pas de résultat et qui va finir frustré. Sachez que c'est seulement après 3 ou 4 invitations de chauffement que vous serez vraiment à l'aise. Même si ce sont 3 ou 4 noms, mais à partir du moment, c'est comme on dit, une fois que mes pieds sont dans l'eau, je n'ai plus froid. La meilleure façon d'apprendre à nager, ben, c'est de plonger dans l'eau. Tu vas peut-être faire 2 ou 3 coupés, mais au moins, déjà, tu n'auras plus peur de l'eau. Voilà. Vous ne devez pas perdre de vue que votre objectif principal, c'est de vendre le rendez-vous et non le produit. Votre objectif, c'est de vendre le rendez-vous, c'est-à-dire l'information et non pas l'opportunité. Je suis venu pour obtenir que mon prospect vienne à mon rendez-vous. Je ne suis pas venu lui expliquer l'opportunité. Ah non, tu sais, c'est un business, mon gars, tu as quel argent? C'est un business de blé. Tout ça, c'est pas ça. Il faut rester zen. Les règles d'une invitation téléphonique réussie. 1. Vérifiez que votre interlocuteur est le bon. 2. Présentez-vous. 3. Posez la question, est-ce que je ne vous dérange pas? C'est une question qui est très importante. Est-ce que je ne vous dérange pas a beaucoup plus de sens que est-ce que je vous dérange? Parce que quand il y a quelqu'un, est-ce que je vous dérange? Il y a plus de possibilités qu'il te dise oui, tu me déranges. Mais quand tu dis est-ce que je ne vous dérange pas, alors cette personne-là va accepter que tu ne la déranges pas. C'est très, très important. Vous pouvez la modifier comme vous voulez, mais utilisez à peu près cette formule un peu qui amène la personne déjà à ne pas accepter la négation. 4. Personnalisez votre invitation, évitez les formules toutes faites et adaptez l'approche au type de relation que vous avez avec la personne et à son profil. Vous n'allez pas appeler une personne que vous connaissez, je n'ai pas appelé Roland, et puis j'ai dit vous. Hein? Donc, il faut adapter ça. 5. Soyez offreur. Soyez offreur, ça veut dire que c'est vous qui venez faire cadeau. Vous ne venez pas mendier, vous venez faire cadeau. Or, la main qui donne, c'est elle qui est au-dessus. Donc, si je suis offreur, je n'ai pas de complexe, puisque je ne viens pas mendier. Je n'ai pas peur d'inviter parce que c'est moi qui offre. Et souriez. Ça s'entend. Quand vous souriez au téléphone, on n'a pas de rire au déclin, mais même quand vous souriez, votre interlocuteur, comme vous êtes une personne et un homme est une énergie, va ressentir cette énergie positive-là de l'autre côté, n'est-ce pas, du téléphone. Pensez que vous offrez un service ou un cadeau à quelqu'un que vous appréciez. Ne laissez jamais penser à un prospect que vous avez besoin de lui.
Ça, non, non, non et non. Le commerce, c'est tout l'échange de valeur. Et si ce que vous apportez n'a pas de valeur, alors vous êtes un escroc. Parce qu'on ne vend pas du vent. Moi, je t'apporte un thé qui, dans cette période de pandémie-là, va booster ton système immunitaire, qui va n'est-ce pas, réguler ton taux de glycémie. Ça va réguler ta tension artérielle. Ça va faire tomber tes fibromes. Ça va permettre à ton troisième pied, n'est-ce pas, d'avoir de la force. Je t'apporte de la valeur. Cette valeur-là, alors, ça veut dire que ce que tu me donnes même là, ce n'est pas un achat. Tu m'honores. Parce que, à partir du moment où je t'apporte une valeur qui est plus élevée que celle que tu me donnes, ce que tu me donnes est considéré comme un honoraire. À supposer que votre fils soit malade à la maison et il n'y a pas de possibilité qu'il guérisse. Et un médecin arrive, comme par hasard, et il apporte les soins qu'il faut à votre enfant et puis il est guéri. L'enfant était près de la tombe, il vient de guérir. Combien allez-vous donner à ce médecin-là par rapport, n'est-ce pas, à la valeur qu'il vient de vous apporter en ramenant votre fils à la vie? Il n'y a pas. Donc, ce que vous donnez, vous ne le payez pas, mais vous l'honorez. Donc, quand je vends mon thé, j'apporte plus de valeur que ce que la personne va m'apporter. Donc, du coup, je suis offreur. Ne laissez jamais penser à un prospect que vous avez besoin de lui. 6, soyez enthousiaste. C'est très important. C'est l'enthousiasme dans votre voix qui va susciter l'intérêt et éveiller la curiosité du prospect. Ce que nous disons est beaucoup moins important que la façon dont nous le disons. Être enthousiaste ne veut pas dire exagérer ou mentir. 7, soyez bref. Une invitation se fait en 3 minutes maximum. Votre seul but est d'obtenir un rendez-vous ferme. Un oui ou un non, comme réponse de la part de votre prospect. Jamais un peut-être. Soyez très précis. Il ne s'agit pas d'une invitation à un dîner. Vous n'invitez pas la personne pour aller manger. N'expliquez pas l'affaire au téléphone. Vos prospects doivent découvrir l'affaire dans son intégralité et dans son contexte. Si vous voulez, si c'est une invitation pour une grande présentation, il va découvrir ça dans ce contexte-là. Si c'est une invitation, j'allais dire, par Zoom, ou un appel à 3 avec votre parrain, ou un rendez-vous à 3 avec votre parrain, ou même à 2, c'est dans le contexte-là qu'il va découvrir donc, ce dont il s'agit, pas avant. Même pas un soupçon. Évitons les mots vente, produit, réunion, marketing, parrainage, distribution. Ce sont des mots que vous ne devez pas employer pendant l'invitation. Le mystère doit être entier. Mais vous devez être capable de piquer au maximum la curiosité du prospect pour qu'il se déplace. Donnez le choix sur le jour et l'heure. Ça, c'est quand c'est une invitation, j'allais dire, personnelle. La personne doit se sentir libre et ça lui sera plus difficile de refuser les deux possibilités. Par exemple, actuellement, on a 2 Zooms dans la semaine, le jeudi et le dimanche. Si vous donnez à votre prospect, j'allais dire, le temps de choisir entre ces 2 jours, forcément, il va choisir un jour. Invitons au besoin nos prospects avec son ou sa conjointe. Son conjoint ou sa conjointe s'il vit en couple. C'est très important parce que généralement, quand vous invitez monsieur, madame, si c'est monsieur qui était votre connaissance et que madame est intéressée et que madame est convaincue, l'affaire va aller très vite. Très, très, très vite. Et mieux, c'est que s'ils sont en couple, alors les deux sauront que les réunions à laquelle ils vont, ou bien l'affaire qu'ils vont découvrir, ce n'est pas une affaire qui va mettre en difficulté le couple.
13, refusons les peut-être. Et les je vais essayer, je vais voir. Non. Dans une invitation, il ne doit pas avoir de peut-être ou de je vais essayer. Non, ce n'est pas dedans. C'est oui ou c'est non. Disons, j'ai besoin d'être sûr que tu viendras, car le nombre de places est limité. Par exemple, le nombre de places est limité, donc je vais être sûr que tu viendras. Je préfère que tu me dises non, si tu n'es pas sûr de venir. Puisqu'on ne négocie pas, c'est moi qui viens t'offrir quelque chose. Ne bavardons pas et apprenons à raccrocher. Nous nous positionnons dans une démarche d'affaires et notre temps est précieux. C'est nous qui avons pris l'initiative en appelant notre prospect. C'est nous qui devons clore la conversation et raccrocher. D'accord? Maintenant, on va voir des exemples de scénarios d'invitation que vous pourrez vous-même adapter après à vos propres scénarios. Scénario 1, liste chaude. Quand on parle de liste chaude, on veut parler de parents, amis et connaissances. Parce qu'en ce qui concerne le cercle d'influence, vous n'avez pas besoin même de faire un scénario. Le cercle d'influence, là, la personne va développer tout de suite. Voilà. Donc, un exemple. Allô, Iverson, c'est Goli qui t'appelle, c'est Goli. Donc, échange de politesse, tranquille. Iverson, je t'appelle pour te dire que j'ai commencé une nouvelle activité évidemment plaisante. Je sais que tu es trop occupé, mais je sais aussi que tu es un homme d'affaires avisé, qui réussit, et peut-être aimerais-tu jeter un coup d'œil. Vous voyez un peu l'affaire? C'est-à-dire que la personne que j'appelle là, c'est mon parent, c'est mon ami, c'est mon voisin ou c'est mon collègue, c'est une personne qui est proche de moi. Donc, quand je positionne mon invitation de cette façon-là, la personne n'a pas le choix. J'ai déjà dit que je sais qu'elle est occupée. J'ai déjà dit aussi que je sais qu'elle réussit. Je veux simplement qu'elle veuille jeter un œil. La parole fait tout. Il faut savoir simplement l'utiliser. Okay? Je me demandais si je pourrais passer une demi-heure avec toi et te montrer de quoi il s'agit. Mardi ou jeudi, mais jeudi ou dimanche prochain, je suis disponible. Est-ce que ça te convient? Ça veut dire que le bagou est positionné là. Le gars va venir. Donc, je réponds. Allô, Iverson. Considérant que Iverson est mon parent. OK? Ou bien mon ami, ou bien mon voisin. Voilà. C'est Goli. Comment tu vas? Joël d'affaires. OK. Iverson, je t'appelle pour te dire que j'ai commencé une nouvelle activité véritablement plaisante. Je sais que tu es très occupé. Donc, il ne me dira plus que l'occupé, parce que je sais que tu es très occupé. Mais je sais aussi que tu es un homme d'affaires qui réussit. D'accord? Donc, tu n'es pas un mendiant. Et peut-être aimerais-tu jeter un œil à mon business. D'accord? Je me demandais si je pourrais passer une demi-heure avec toi et te montrer de quoi il s'agit. Mardi ou jeudi, je suis disponible. Est-ce que ça te convient? Donc, je ne l'appelle pas pour venir intégrer, mais je veux qu'il jette un coup d'œil à mon business. Peut-être qu'il pourra me donner des conseils. Sait-on jamais. Verrouillons nos invitations en reconfirmant toujours 24 heures avant le rendez-vous. J'invite 2 à 5 jours avant, mais 24 heures avant le jour, je dois verrouiller, je dois me rassurer que la personne sera là. Donc, je vais l'appeler. Nous avions un rendez-vous pour demain. Je compte sur toi. Je ne vais pas lui dire que est-ce que tu vas venir? Non. Puisqu'il m'a déjà dit oui là-bas, d'accord? Donc, toi et moi, on a rendez-vous demain. Donc, je compte sur toi. Voilà. Pour qu'ils sachent que c'est l'heure qu'il faut. Généralement, quand c'est Zoom, moi, je vais encore 1 heure avant contacter la personne. Je veux dire que c'est dans 1 heure,
ou bien c'est dans 40 minutes. Voilà. Mettons tout le poids de notre confiance dans la balance et nous insistons bien sur l'importance d'arriver à l'heure. Fixons toujours le rendez-vous 1 heure à 30 minutes avant le début de la séance. C'est ce Zoom, c'est mieux de faire en sorte que ce soit 30 à 15 minutes avant. Scénario 2. Là, c'est une liste froide. Ce sont des nouveaux contacts, ce sont des personnes que j'ai rencontrées au supermarché ou bien que j'ai rencontrées à la banque. Voilà. Alors, Philippe, c'est Goli. J'imagine que tu es très occupé comme moi. Puis-je avoir 3 minutes pour discuter avec toi? J'imagine d'ailleurs que tu es très occupé. Donc, tu ne pourras plus me dire que tu es occupé. OK? Philippe va répondre, oui, bien sûr. OK, parfait, Philippe. L'entreprise à laquelle je travaille n'est manifestement pas pour toi. Mais je voulais te demander si tu connais quelqu'un qui est ambitieux, motivé par l'argent et qui cherche à augmenter son revenu. Tu prêches le faux pour avoir le vrai. Voilà, mon ami, je sais que tu es occupé. Voilà, je sais que tes affaires bougent. Ça, c'est pas pour toi. Mais je suis passé par toi pour voir si tu connais une personne qui est motivée et qui veut, voilà. À cette question, notre interlocuteur chercherait à savoir ce que c'est avant de proposer le nom de quelqu'un. Lui aussi, lui aussi, il lève l'argent. Dites-lui, cela a du sens, ok? C'est tout normal que tu veuilles en savoir plus avant de me donner le nom de quelqu'un. Il est difficile d'en parler au téléphone car il y a des éléments à visualiser, mais on pourrait se rencontrer durant 45 minutes, mardi ou jeudi, pour discuter. C'est ça. Vous devez être des stratèges. Votre but, c'est d'amener la personne à venir voir. Même si elle n'a pas acheté le produit, mais au moins elle a vu. Au moins elle a vu. Sait-on jamais. Je pourrais te donner plus de détails. Quelle heure t'arrange le mieux? 10 ou 17 heures? Le prospect se sent bien libre de choisir sa date et l'heure qu'il arrange. Il sera donc difficile pour lui de manquer cette occasion. Retenons, quels que soient les scénarios téléphoniques, qu'il faut être bref. Que ce soit tes parents ou que ce soit de nouveaux contacts, à partir du moment où tu l'invites pour ton business, il faut être bref. Ce n'est pas en ce moment-là que tu as maintenant de demander les nouvelles du village. Non, 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 non. Il faut être bref. Qu'il ne faut pas rentrer dans les détails. Qu'il faut faire preuve d'enthousiasme. Et nous obtiendrons beaucoup de rendez-vous pour présenter notre business. Au début de notre business, nous sommes assistés par notre upline, c'est-à-dire par le parrain et les leaders de notre réseau. Dans la mise en pratique de ce module, 2 à 3 séances suffisent pour nous prendre en charge nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que ce que nous donnons ici comme formation, nous le faisons de façon générale, mais chaque upline doit travailler avec son filleul de façon individuelle. Parce que tout ce qu'il y a à faire dans le MLM, c'est de maîtriser les 11 piliers du succès et quelques touches techniques. Après ça, on n'a que ça à raconter. C'est une affaire de storytelling. Donc, pendant que tu as raconté ta propre histoire, il faut qu'on sache que tu maîtrises ton sujet. Donc, chers amis, pour ce soir, on a terminé. Merci d'avoir été là. Le Zoom, on appelle ça la formation, elle est enregistrée. Donc, mais au-delà de ça, je vais encourager tous les uplines, toutes les personnes qu'on parraine déjà, au moins une personne, à commencer à faire la formation avec eux. Je pense que à notre prochaine formation, on va donner le plan de construction. Quand j'ai parrainé une personne,
quel type de formation je fais avec cette personne-là. Quand j'ai déjà 2 filleuls et que moi, je commence la 2e étape de la formation, voilà, quel type de formation je reçois pendant que moi-même, je serai en train de donner la première partie de la formation aux 2 personnes que moi-même, j'ai parrainées. Il n'y a que ça à faire. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle la duplication, en plus des aptitudes techniques qu'on donnera à la personne, la maîtrise de son back-office, savoir utiliser Zoom, et qu'on appelle ça, aller sur le terrain pour prospecter, rendre compte à son parrain. Il n'y a que ça à faire. Donc, je vous remercie. Et puis, je suis à votre disposition pour vos questions. Sachez que chez nous, nous conduisons toujours par amour. Merci infiniment à chacun de vous. Et puis, questions, je suis à votre disposition.